Bonjour, bienvenue sur le plateau HR Makers, l'émission consacrée à celles et ceux qui font le monde du travail. Rentrée septembre 2024, l'occasion pour nous d'aborder une thématique d'actualité, leadership et transformation d'entreprise. La REF, la rencontre des entrepreneurs de France, a eu lieu il y a quelques semaines. Les conclusions de celle-ci sont certaines. Les entreprises, pour rester compétitives, ont à s'adapter aux transformations en cours et à venir. Pour en parler aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Carly Abramovic. Bonjour Carly. Bonjour Elsa. Vous êtes fondatrice de l'organisme de formation CA Consulting Group dédié au leadership. Et vous êtes en compagnie de Denis Gaillot, Group People Engagement Directeur au sein du groupe Bell. Bonjour Denis. Bonjour Elsa, bonjour Carly. Bonjour Denis. Merci beaucoup à vous d'être avec moi sur ce plateau ce matin. On va commencer par vous, Denis. Le groupe Bell, on le connaît bien, c'est quand même un leader dans son secteur, mais on a aussi suivi à travers la presse ces quelques dernières années les mutations qu'il a effectuées, que ce soit sur son cœur de cible business, donc les produits laitiers, puis maintenant c'est produits laitiers et produits fruitiers, mais vous êtes aussi entreprise à mission. Comment se sont passées ces multiples transformations et quelles sont celles actuelles ? Alors déjà, merci de parler de mutation. Plus que de transformation, parce qu'au niveau de l'entreprise, la transformation, on va de A à B. Mutation, on change, mais on sait où on va dans un premier temps, mais comme l'environnement peut changer, ça peut changer avec le temps. Donc on est vraiment en mutation. Ce qu'il faut savoir, alors le groupe Bell, effectivement, je ne sais pas si les gens savent ce qu'est Bell. En fait, on nous connaît par nos marques. Tout à Donc, fait. on est effectivement une boîte familiale de 3,5 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui existe, on va fêter l'année prochaine les 160 ans de l'entreprise. C'est une boîte familiale et qui a pour peut-être originalité d'être toujours gérée par la famille, qui a 100% du capital et qui tient à son indépendance. Et donc, on en est à la 5e génération. En général, la 2e, ça va. La 3e dilapide un peu. Là, nous, on est toujours à la 5e et tout va bien. Alors, le fait que ce soit une boîte... est donc connue pour ses marques, la Vache qui rit, Babybel, Boursin, et depuis quelque temps, Pomme-Pot, Montblanc, Confipot, etc. Donc, on y viendra. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est une entreprise familiale et donc l'équipe dirigeante et la famille actionnaire travaillent dans un temps long. Alors évidemment, on a des objectifs à court terme, ce mois, année, trimestre, etc. Mais ce qui les préoccupe, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'on existe depuis 160 ans et l'objectif, c'est la transmission à la génération future et le fait que l'entreprise soit toujours là dans 50 ans, dans 100 ans et dans 150 ans. Alors ça change quoi ? Ça change que la réflexion, elle est à très long terme. Et la réflexion ces dernières années de l'équipe dirigeante, c'était de se dire, finalement, on n'arrivera pas à nourrir 10 milliards d'êtres humains en 2050 avec les protéines animales, ce soit laitier ou viande, comme on le fait aujourd'hui. Tout simplement parce qu'il n'y en aura pas suffisamment ou parce que, comme il n'y en a pas suffisamment, les prix seront élevés et donc on ne pourra pas le proposer à tout le monde et tout le monde ne pourra pas l'acheter. Donc, c'est vraiment ça qui est le point de départ de la mutation de l'entreprise. Puisque notre mission, c'est d'offrir au plus grand nombre, c'est important, hein, notre motto, c'est « For all, for good », for all. For all, oui, et donc, offrir au plus grand nombre une alimentation plus saine et plus durable. Alors, en plus, cette mutation, elle se fait dans un contexte mouvant. C'est-à-dire qu'on le voit, on l'expérimente tous, que ce soit... on est dans un environnement VUCA, hein, et qui fait qu'on est en train de bouger finalement le paquebot dans une mer déchaînée. Complètement. Et elle est déchaînée parce qu'il y a des changements d'habitudes alimentaires des consommateurs, parce qu'il y a une préoccupation de plus en plus forte sur l'avenir de la planète. Complètement. Avec son corollaire, l'éco-anxiété qui touche nos collaborateurs et aussi nos consommateurs. Les changements, je dirais, politique, géopolitique. Hein, et on est présent dans 135 pays. Voilà, j'allais vous demander. Et donc, ce qui se passe en Ukraine a un impact. Ce qui se passe au Moyen-Orient a un impact. On est très présent au Moyen-Orient. Si on ajoute à ça la révolution numérique
et maintenant l'intelligence artificielle qui rentre dans nos vies quotidiennes. Et si on ajoute à ça, suite au Covid, la tendance qui s'est accélérée à cause du Covid de la transformation de nos façons de travailler, ça fait beaucoup. Donc voilà, donc c'est dans ce contexte-là que se passe cette mutation. Alors cette mutation, elle entraîne un certain nombre de transformations qui sont multiples. La première, c'est déjà de faire comprendre et d'aligner et de faire adhérer nos collaborateurs à la mission de l'entreprise. Voilà. Ça, c'est déjà une première transformation de mindset ou de vision, on va dire, de vision. Ensuite, on a la transformation business, avec les axes stratégiques qui sont nouveaux, et son corollaire, qui est la transformation organisationnelle, qui va avec. Et on pourra en reparler, mais on a aujourd'hui une direction de l'impact qui regroupe la finance et la RSE, sous la même personne. On en parlera. Et puis, évidemment, tout ça, ça doit s'accompagner d'une transformation culturelle, on en reparlera, et d'une transformation des pratiques managériales et de leadership. Complètement. Donc voilà, c'est un peu c'est cette mutation qui entraîne toutes ces transformations qui se font dans cet environnement volatile, incertain et mouvant. Ouais. Carly, est-ce que vous aussi, parce que vous, ça fait depuis très longtemps en réalité que vous vous intéressez à la notion de transformation, oui, absolument. Donc beaucoup plus que d'autres. Est-ce que aussi vous rejoignez un petit peu Denis sur cette nuance entre transformation et mutation, et ce monde VUCA, comme on dit? Oui, le monde VUCA, oui, absolument. Il y a plusieurs noms pour expliquer ça. Et je trouve ce qui est très intéressant dans les propos de Denis, c'est justement que ces changements, ces transformations sont multi-étapes, multifacettes, très complexes, donc le VUCA. Et c'est important que les gens, que ce soit des leaders ou des managers ou des collaborateurs, aient réellement conscience qu'on va être dans cet environnement qui bouge pendant encore un bon moment. Et que probablement, ces changements qui sont de plus en plus intenses et de plus en plus rapides, ça s'enchaîne de plus en plus vite, que ça va encore aller dans ce sens d'intensification, de propagation, de contexte, d'environnement, de transformation ou de mutation ou d'évolution. Voilà, on met le terme qu'on veut, que ces éléments-là vont continuer à nous solliciter. Et il y a plusieurs strates en réalité de répercussions. Il y a la gouvernance, il y a le leadership, il y a le manager, il y a les collaborateurs. Comment est-ce que ça, au sein des entreprises, on le prend en compte et on le travaille? Je ne sais pas si Denis, vous souhaitez commencer par exemplifier ou laisser Carly. Moi, je pense qu'on est dans cet environnement mouvant et qu'il n'y aura pas de fin. Oui, il n'y aura pas de fin. Oui. Vous savez, nous, on avait, par le passé, parce que j'ai une certaine ancienneté chez Bell, on avait des cycles de matières premières, mais qui étaient des cycles longs. Alors c'était à la hausse, puis c'était à la baisse pendant une ou deux années. Aujourd'hui, c'est vraiment un encéphalogramme ou un rythme cardiaque en course. Vous voyez, c'est extrêmement rapide. Et l'erreur serait de croire que c'est une phase, en fait. Oui, je pense pas. Je pense que l'évolution du monde fait qu'on est sur des changements rapides et donc ce besoin d'adaptabilité, d'agilité, alors qui n'est pas évidente dans un groupe comme Bell, familial, qui a connu évidemment de très fortes croissances pendant ses 160 ans d'existence, mais qui était dans un marché certes compétitif, mais voilà, il y avait un certain rythme. Et ce qui est intéressant d'ailleurs dans notre cas, c'est que le rapprochement avec Materne, qui elle est une boîte culturellement, qui est une boîte qui a fait plusieurs LBO, donc qui est très dans le résultat court terme et dans le maintenant. Et donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'apport. Il y a des apports positifs des deux côtés, hein. Mais bien comment est-ce qu'on allie finalement deux cultures? Une culture qui est plus de long terme, comme je l'ai dit, et d'un paquebot plus lourd que MOM, dans le travail que l'on fait aujourd'hui. Est-ce que vous avez quelques clés de réponse? Avec plaisir. Je trouve que c'est très intéressant, justement, cette notion de comment est-ce que
j'ai une vision long terme et puis en même temps des comportements court terme, des actions qui se mettent en place tout de suite. Et aujourd'hui, clairement, pour être un leader efficace et aussi pour être un leader qui va bien dans ses baskets, parce que c'est super important aussi. On doit avoir cette capacité, souvent on prend cette image d'un hélicoptère qui va aller plus haut et puis plus bas pour faire des zooms de différents niveaux. Donc, quelle est la vision long terme? Quelle est la raison d'être? Quelles sont les ambitions les plus importantes qui nous motivent au sein d'un groupe ou d'une entreprise ou n'importe quelle organisation? Et puis, comment est-ce qu'on peut décliner ça en actions plus courtes? Et c'est ça, c'est cette dichotomie, en fait, qui va nous permettre de nous adapter. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'adaptabilité. Oui. C'est cette compétence si rare. McKinsey, je crois, avait fait une étude en 2020 en disant que ça allait être la compétence la plus recherchée. Oui. Mais en quoi est-ce que, justement, c'est une compétence c'est clé McKinsey et d'autres. Il y a à peu bien près, sûr. toutes ces organisations qui font des grandes études. Le WEC, McKinsey, dernièrement LinkedIn aussi. Quelle est la compétence la plus recherchée aujourd'hui chez les leaders dans les entreprises? C'est l'adaptabilité. Et l'adaptabilité, ça se décline en fait en 3 grandes parties, qui sont les capacités chez l'individu, des choses comme la résilience, le fait d'avoir du cran, la capacité à désapprendre des éléments comme ça, et puis ce qu'on va appeler un peu le caractère, le naturel de la personne, et ça se reflète dans est-ce que je suis extroverti, introverti, est-ce que je vois le monde, le verre à moitié plein ou à moitié vide, etc. Comment est-ce que je me motive, comment est-ce que je me mets en action. Et puis, on a un 3e volet pour l'adaptabilité qui est sur l'environnement. Et je pense que c'est le volet le plus intéressant pour les leaders. Parce qu'en tant que leader, si on façonne son environnement de travail avec ses équipes, on peut augmenter les capacités en adaptabilité naturellement. Et des choses qui font ça, c'est le soutien d'équipe, ce qui veut dire, on s'encourage. Si quelqu'un propose une idée qui finalement n'est pas la bonne, on ne fait pas d'humiliation, on ne va pas taper sur le doigt, on a le droit à l'erreur, ce qui encourage la prise de risque, on a l'ouverture vers les autres. Donc, avec Denis et cette fusion de 2 cultures qui ont chacune des valeurs distinctes et vraiment bénéfiques, c'est hyper intéressant, en fait, niveau de quel type d'environnement ça crée et qu'est-ce que moi, en tant que leader, je peux faire proactivement et de façon consciente pour continuer à faciliter, à accompagner mon équipe qui va accompagner la transformation, les mutations, les évolutions. Oui, parce que... Et quand on préparait l'émission, on m'avait dit, mais comment concrètement vous embarquez les collaborateurs? C'est ça là. Alors, petite sémantique encore, je préfère parler d'engagement que d'embarquement. Parce qu'embarquement, ça fait un peu passif, c'est-à-dire on vous met dans un bateau et on vous emmène. Nous, ce que l'on veut, c'est on veut des collaborateurs acteurs et pas des collaborateurs suiveurs. Donc on est vraiment complètement dans l'engagement. Alors comment justement on emmène les collaborateurs dans l'engagement, dans toutes ces transformations dont je vous ai parlé? Alors la première, on l'a vu, c'était la mission du groupe. Comment est-ce qu'on fait adhérer, on explique et on fait adhérer à la mission du groupe et à sa raison d'être. Alors, on a un programme. Alors, évidemment, comme notre motto, c'est For All For Good, il y a beaucoup de good dans tous nos programmes. Donc, il y en a un qui est Actors for Good. Bon, c'est assez simple. Et Actors for Good, l'objectif de ce programme, c'est d'abord, il est en 3 parties. Il y a une partie, alors c'est en anglais, I know, I act, I'm an activist. Donc, le I know,
qui est quand même la base. C'est d'expliquer et de bien faire comprendre quels sont les enjeux environnementaux, généraux, mais aussi pour l'entreprise. Alors ça, on le fait comme beaucoup de boîtes par la fresque du climat. On a pour objectif de former à la fresque la totalité de nos collaborateurs, de nos 12 000 collaborateurs dans le monde, de la Chine au Vietnam, au Japon, passant par le Canada, les US et l'Europe, et le Moyen-Orient, et l'Afrique du Sud et l'Égypte. Et pour l'instant, on a formé 4 000 personnes sur 12 000 par des coachs internes. Quand on fait la fresque, alors je ne sais pas si vous avez fait la fresque, mais quand on fait la fresque du climat, à la fin, ça démarre par l'homme et ça finit très mal à cause de l'homme. Et donc, vous avez juste envie de vous pendre. Donc, en fait, vous êtes à un niveau maximum d'éco-anxiété. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a ressenti le besoin d'être dans l'action et de mettre les collaborateurs dans l'action. Ça veut dire qu'ensuite, on leur dit ce que va faire l'entreprise et on va leur essayer de les projeter dans leur job sur comment est-ce qu'eux peuvent contribuer. Donc, vraiment les amener à être dans l'action. Ensuite, il y a le I-Act. I-Act, c'est comment est-ce qu'on donne finalement, on met le pied à l'étrier aux collaborateurs pour qu'ils s'engagent. Alors, on a une semaine, dans le cadre d'Actors for Good, on a un programme qui s'appelle Days for Good. Et là, pendant une semaine, partout dans le monde, sur leur temps de travail, des collaborateurs, on propose aux collaborateurs de participer à des actions avec des associations liées à l'environnement, à l'enfance, à l'environnement et à la nutrition, parce que c'est quand même notre domaine. Et donc, cette année, on l'a fait en juin, on avait 95% de tous nos sites dans le monde, 68 sites, il y en a 63, qui ont organisé pendant cette semaine-là, donc c'est très, très focalisé, des actions et proposé aux collaborateurs cette possibilité de s'engager. Et l'objectif, c'est d'avoir ensuite le I'm an activist, qui est en fait, une fois qu'on leur a mis le pied à l'étrier, on espère qu'ils vont continuer à s'engager, soit dans l'entreprise, mais aussi en dehors. Donc ça, c'est le premier volet. Après, on a le deuxième volet, qui est la transformation culturelle. Et Carly t'en parlait, tu disais, ça dépend des comportements. Alors nous, on a 3 valeurs qu'on a mis en place il y a 10 ans, donc avant finalement le début de cette mutation. Oui, complètement. Qui était Dare, Care, Commit. Le care étant très important chez elle, une boîte familiale, un état d'esprit, une bienveillance reconnue par toutes les personnes qui travaillent chez nous, et qui est une grande force, et qu'on retrouvait chez Materne. Donc ça, c'était le point commun. Et en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu repréciser, à l'aune de la nouvelle stratégie et de l'évolution de l'environnement, de repréciser ce qu'on entendait par ces valeurs. Donc on a, et pour pouvoir les rendre concrètes et surtout mesurables, il fallait que ce soit sur des comportements, comme tu le disais. Voilà. Donc on a créé des comportements, donc on a 7 comportements gagnants qui sont intégrés dans la totalité de nos process RH, que ce soit pour le recrutement, pour l'évaluation, pour la promotion des personnes, etc. Et ensuite, le dernier volet, c'est le management. Et donc, dans le cadre d'un programme qui s'appelle We at Bell, qui est donc ce programme culturel, la transformation culturelle, on a tout un programme de formation des managers qui s'appelle Management Excellence, avec des formations sur justement comment comment travailler sur l'efficacité relationnelle, le feedback, l'écoute, le questionnement, la gestion des émotions, justement pour que le manager puisse créer une confiance dans la transparence, voilà. Donc, c'est ces changements aussi que l'on fait dans la pratique managériale. Oui, et Carly, pourquoi est-ce que ce n'est pas si évident, cette question de l'adaptabilité? Pourquoi est-ce que Pourquoi on ne le fait pas naturellement, en fait? Vous venez de publier un livre, enfin, il vient d'être traduit là en septembre 2024 en français aux éditions Ethos, Danser avec le chaos, où justement vous donnez un petit peu des clés de réussite pour savoir qu'est-ce qu'on fait dans ce monde qu'on nous dit si incertain. Et alors, quelles sont un petit peu les clés de réussite, que ce soit pour un leader, mais que ce soit aussi peut-être justement pour les collaborateurs? Oui, absolument. Oui, et le livre Danse avec le chaos, il est réellement pour tout le monde. Parce que même si mon entreprise, c'est un consulting group, travaille notamment avec des leaders et au service du leadership qui va porter ces changements et ces projets, j'avais réellement super envie de proposer quelque chose pour
tout le monde en fait, même des personnes peut-être en dehors de notre environnement collectif de l'entreprise. Et les clés sont les mêmes et c'est ça aussi ce qui est intéressant. Et pour moi, ça commence avec la connaissance de soi, avec un ancrage intérieur. Et je pense aujourd'hui, comme le monde bouge de plus en plus vite et comme, voilà, on s'est déjà tous mis d'accord pour dire ça va pas continuer voilà, dans ce sens. Ben, en fait, cette sensation de stabilité qu'on recherche naturellement en tant qu'être humain, oui. voilà, on va le retrouver plutôt chez soi, à l'intérieur, comme on va le retrouver chez l'autre. Hein, parce que les relations, la collaboration, la confiance, se sentir bien avec des gens avec qui on travaille, où on vit, où on fait des projets, etc., est absolument fondamental. Donc, comment est-ce que je peux mieux me connaître, mieux me connecter aux autres personnes pour ensuite, et c'est la deuxième clé du livre Danse avec le chaos, pour ensuite accélérer. Parce que si le monde va de plus en plus vite, il est nécessaire, nous aussi, qu'on soit à l'aise et qu'on soit compétent. Qu'on ne se sente pas dans ce rythme. Et qu'on ne se fiche pas, qu'on ne se bloque pas, qu'on ne résiste pas. Bien sûr, on veut dire non à un changement ou un type d'environnement en disant non. Ça, il n'y a aucun souci. Mais si on veut, mais juste on n'y arrive pas, c'est dommage. Donc, deuxième clé, c'est comment est-ce que je peux m'insérer dans ce rythme qui est très, très différent du rythme d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, et qui va continuer à changer et probablement à s'intensifier. Et puis, la troisième clé du livre, c'est maintenant que, voilà, je vais bien, je suis bien ancrée, je me connais, je sais aussi accélérer et être en phase, et pas contre, mais en phase avec ce rythme. Comment est-ce que je peux naviguer et naviguer efficacement, c'est-à-dire prendre des décisions peut-être plus rapidement, savoir est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, savoir aussi quand est-ce qu'il faut arrêter, quand est-ce qu'on doit ralentir. Oui. Parce que même si le monde va de plus en plus vite et même si c'est important pour nous aussi de savoir accélérer, c'est tout aussi important de savoir se poser, ralentir, faire des pauses, prendre du recul. Le terme de danse est très, très, très bien trouvé. Et donc, d'où le... Très bien trouvé. Ouais. Très bien trouvé. Ouais. Effectivement, et là, on retrouve les compétences de leadership dont on a besoin aujourd'hui. Prendre des décisions dans un environnement complexe où on n'a pas toutes les données, pouvoir le faire, pouvoir effectivement réorienter, stopper, faire le deuil de certains projets. Exactement. Et de changer de cap ou de projet et de prioriser. C'est extrêmement difficile de prioriser. Il y a un chapitre Tuer dans le livre. J'imagine que ça vaut au moins ça. Voilà, donc... Tuer un projet, c'est extrêmement difficile. Extrêmement difficile. Et donc, effectivement, le premier point que je voulais rajouter, c'est que quand tu dis, finalement, ça parle à tout le monde, je suis bien d'accord. D'ailleurs, quand je vous ai parlé de Management Essentials, enfin la formation managériale, en fait, ça marche pour les managers, pour leur équipe, ça marche pour manager leurs pairs, ça marche pour manager leurs boss, et ça marche pour manager leurs enfants, leurs proches, leurs amis. Enfin, tout ça, on parle d'humain, donc forcément, c'est utilisable de façon très, très large. Et juste un point pour rebondir sur ce que tu disais, c'est qu'effectivement, certes, il y a des pratiques managériales, très bien, mais il y a aussi une posture, et une posture individuelle. C'est pour ça qu'on a rajouté depuis... Alors pour l'instant au niveau leader, donc les 130, 150 premiers managers du groupe, mais on va le cascader ensuite, tout un travail sur la posture, sur justement la résilience, sur le mindset, parce qu'on a vraiment besoin de ça aussi, et ça c'est très individuel. Donc on fait, il se trouve, c'est une formation qui est connue et qui existe, c'est Breakthrough, qui existe, relativement connue. Voilà, on est en train de développer, de cascader Breakthrough dans l'entreprise parce que justement, ça nous aide aussi à amener la bonne posture pour les leaders. Nous n'avons plus beaucoup de temps. En quelques mots, le leader de demain, quel serait l'adjectif qui devrait le définir ?
connecté. Ah, oui, parce que ça, on n'a pas eu le temps de l'aborder, mais il y a aussi en plus toute la transformation digitale et l'intelligence artificielle. Oui, demande, absolument. Je parlais plus d'une connexion interpersonnelle et de soi. Pardon. Évidemment, voilà, la connexion dans le sens l'acculturation et l'habilité digitale, numérique est fondamentale aussi. Donc, je parlais plus des gens et avec soi-même. Très bien. Denis? Dans un premier temps, je pense que ça doit être un super-héros, parce qu'il doit donner du sens, il doit amener avec lui des équipes, il doit créer cette atmosphère de confiance, de transparence pour travailler efficacement. Il doit aussi travailler avec des personnes à distance, ça devient de plus en plus compliqué. Après, je pense qu'il y a un point aussi qui doit être important, puisqu'on doit être dans le volatile et l'incertain, c'est l'humilité et la culture du doute. Oui. Oui, c'est très important. Alors ça n'empêche pas qu'il faudra prendre des décisions, Tout à fait. c'est là que ça devient compliqué, mais l'humilité est intéressante. On parlait tout à l'heure de potentiellement changer les façons de faire. Alors soit on le fait soi-même, soit on a des gens dans son équipe qui apportent quelque chose. Et on reconnaît qu'on n'a pas forcément la bonne solution, qu'on peut faire les choses différemment et on l'accepte. Donc un gros besoin d'humilité. Complètement. On va clore sur ce terme-là d'humilité pour pouvoir bâtir correctement pour demain. Merci beaucoup. Denis, je rappelle que vous êtes Group People Engagement Director au sein du groupe Bell et Carly, vous êtes la fondatrice de CA Consulting Group et vous venez de faire paraître aux éditions Ethos Danse avec le chaos. Merci à tous les deux. Merci à vous. À la semaine prochaine sur le plateau HR Makers. À bientôt.